Saviez-vous que dans certaines cultures du Vietnam, c'est la femme qui choisit son mari et que l'homme est obligé d'aller vite dans sa maison? Ce n'est pas un matriarcat au sens classique du terme. C'est un système où le pouvoir de la femme est intégré dans le quotidien, les biens et les rituels. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi dans un même pays, certaines ethnies pratiquent l'amour libre tandis que d'autres enlèvent encore des fiancés? Cette vidéo ne parle pas de lieux touristiques, elle parle de la manière dont la culture structure la vie et de la façon dont cela fonctionne au Vietnam. Partie 1. Les rôles de genre comme outil culturel. Au Vietnam, dans les montagnes des hauts plateaux du centre, vit un peuple appelé les Aidés. Ici, les règles du jeu sont différentes. La femme n'est pas seulement la gardienne du foyer. Elle est la chef du clan, l'héritière, la maîtresse de la maison. C'est elle qui fait la demande en mariage. Et après les noces, c'est l'homme qui vient vivre chez elle, pas l'inverse. À première vue, cela peut paraître étrange. Mais en creusant un peu, on comprend vite. Ce n'est pas une simple curiosité culturelle, c'est un système bien établi. Chez les Aidés, le modèle est matrilinéaire. Les biens, le nom de famille, même l'esprit ancestral de la famille se transmettent par la lignée féminine. La maison dans laquelle une femme a grandi lui appartient. Dans cette structure, l'homme est un invité, respecté, mais pas central. Ce modèle existe depuis des siècles. Pourquoi ? Parce que dans un contexte d'agriculture fermée, de ressources limitées et d'absence de mobilité, le pouvoir de la femme n'est pas une idéologie, mais une question de survie. C'est un moyen de conserver la terre, de préserver le clan, de répartir le travail et d'élever les générations sans bouleverser l'ordre établi. Au nord du pays, chez le peuple Muang, un autre rituel singulier existe, l'enlèvement de la fiancée. Vu d'Occident, cela paraît choquant, mais ici, c'est plus subtil. La jeune fille donne son accord à l'enlèvement à l'avance. C'est une forme de fuite symbolique, une manière de contourner un refus parental, notamment si les parents désapprouvent le choix du couple. Sans son consentement, le rituel n'a aucune valeur. Sinon, ce n'est plus une coutume, c'est une honte. Dans d'autres régions, les hommes participent à des tournées de fiançailles, des rencontres particulières où l'on fait connaissance selon les traditions, par la danse, un repas partagé et des échanges de regards. En d'autres termes, c'est une forme locale de rencontre amoureuse, mais à la place des applications, ce sont des rites et des coutumes. Ici, au Vietnam, le mariage ne parle pas seulement d'amour, c'est le socle de toute la société. Et dans ce système, la femme n'est pas un complément, mais une fondation. Partie 2. Identité, nom-famille et récit national. Quand on arrive au Vietnam, l'une des premières surprises, c'est que presque une personne sur deux porte le même nom de famille, Nguyen. Dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, sur les listes d'employés ou de passagers, Nguyen. Pour une oreille européenne, cela peut sembler amusant. Mais derrière cette uniformité, il n'y a pas un hasard, mais une histoire de pouvoir. Avant le 19e siècle, les noms de famille au Vietnam étaient très variés. Mais avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie Nguyen, tout a changé. Pour survivre, progresser socialement ou simplement éviter les soupçons, les gens ordinaires ont commencé à adopter le nom de la famille régnante. C'était une forme de loyauté, non pas par les mots, mais par les papiers. Littéralement, cela te rendait plus proche du pouvoir. Et ça a fonctionné. Le phénomène s'est rapidement répandu. Avec le temps, ce nom de famille est devenu plus qu'un simple outil d'identification. Il est devenu un symbole d'appartenance. Après la colonisation française, puis la guerre dévastatrice, le Vietnam avait besoin d'un point d'ancrage. Dans un contexte de division interne et de pression extérieure, un nom commun est devenu un facteur d'unité. Nous avons des passés différents, mais un seul nom, une sorte de colle sociale. Mais il faut bien comprendre une chose, les millions de Nguyen ne sont pas une grande famille. Ce n'est pas un lien de sang, c'est un choix culturel et politique fait par leurs ancêtres. Ici, le nom ne sert pas à retracer une généalogie, mais à affirmer une appartenance. C'est comme si le nom se transformait en drapeau. Le phénomène Nguyen est une leçon. Un nom peut être bien plus qu'un nom. Il peut devenir une arme, un bouclier, un symbole et une stratégie à la fois. Dans le Vietnam d'aujourd'hui, c'est une partie du récit national, silencieuse, discrète, mais d'une force immense. Partie 3. Une mythologie qui dépasse le folklore. La plupart des touristes qui visitent la baie d'Along entendent la même légende. Un dragon descendit du ciel, fendit la mer d'un coup de queue et de l'eau surgirent des milliers d'îles rocheuses pour protéger le peuple contre ses ennemis. L'histoire est belle.
Mais ce n'est pas juste un conte inventé pour les guides touristiques, c'est un code culturel inscrit dans la conscience nationale. Dans la mythologie vietnamienne, le dragon n'est pas un monstre mais un symbole de création, de protection et de royauté. Contrairement à l'image occidentale du dragon comme menace, ici, il est l'ancêtre originel. La légende raconte que le Vietnam est né de l'union entre le dragon Lac Long Quan et la femme de la terre Oko. Leurs enfants sont devenus les premiers Viet. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est le socle de l'identité. Ha Long n'est pas qu'un lieu géographique, c'est un espace sacré. Pour les habitants, l'histoire de la formation de la baie a autant de valeur qu'un document officiel. Lorsqu'ils regardent ces falaises calcaires, ils ne voient pas des pierres, mais les traces de leurs ancêtres. Ce n'est pas un hasard si Ha Long signifie l'endroit où le dragon est descendu. Ce mythe a pris une importance particulière dans les périodes d'instabilité. Après la guerre, après les pertes, après les fractures, il rappelle « Tu es un descendant du dragon ». Donc, tu as des racines, de la force et un droit légitime sur cette terre que tu défends. Ce n'est pas un joli conte, c'est un pilier de la pensée nationale. Le mythe fonctionne comme un fondement silencieux, sur lequel s'appuie la rhétorique politique, les programmes scolaires, voire même la publicité. Il ne demande pas qu'on y croie, il est simplement là comme une composante de la réalité. Et c'est là toute sa puissance, invisible mais incontournable. Partie 4, les merveilles naturelles comme capitale politique et économique. Le Vietnam est l'un des rares pays d'Asie où la nature n'est pas un simple décor mais un véritable acteur. Ici, le paysage dicte les comportements, façonne l'économie, influence la mythologie et même la politique. Mais la nature n'est pas seulement belle, elle est magique. L'exemple le plus impressionnant est la grotte de Son Doong, la plus grande au monde. Elle est si immense qu'un gratte-ciel entier pourrait y tenir. À l'intérieur, on trouve un climat propre, des rivières, des jungles, des espèces végétales rares. Ce n'est pas une attraction touristique ordinaire. C'est un microcosme difficile d'accès et c'est bien là l'idée. L'accès à Son Doong est limité. Le gouvernement vietnamien choisit délibérément de ne pas en faire une destination de masse. L'excursion coûte environ 2000 $ et exige une bonne condition physique. Ainsi, le Vietnam envoie un message clair. Nos merveilles naturelles ne sont pas à consommer en masse. Ce sont des atouts à respecter. Autre exemple, le pont du Dragon Blanc. C'est le plus long pont en verre au monde construit dans la province de Son La. Il relie des montagnes autrefois presque inaccessibles. Aujourd'hui, c'est un point phare du tourisme intérieur, mais encore une fois, l'accès y est limité. C'est le principe, développer sans détruire. La nature vietnamienne devient une ressource économique strictement régulée. Derrière chaque site, il y a une histoire, une stratégie, une planification à long terme. Et c'est ce qui distingue le Vietnam de nombreux pays qui transforment leurs merveilles en spectacle. Le sens ici est dans l'équilibre. Il ne s'agit pas seulement de montrer ce qui est beau, mais d'utiliser la nature comme une partie du capital national, avec respect et dans une vision tournée vers l'avenir. Partie 5. Guerre, traumatisme et empreinte visuelle. Pour le monde, le Vietnam est d'abord synonyme de guerre. Pour les Vietnamiens eux-mêmes, c'est avant tout une leçon. Tragique, brutale, mais pleine de sens. La guerre du Vietnam n'est pas seulement un conflit du XXe siècle. C'est un tourbillon culturel qui influence encore aujourd'hui les mentalités, les comportements, l'architecture urbaine et le système éducatif du pays. À Ho Chi Minh Ville, il existe un lieu incontournable, le musée des victimes de la guerre. Ce n'est pas une exposition patriotique, c'est une douleur enfermée dans le verre et le métal. Sur les murs, des photos, des documents, des objets personnels, sans commentaire, ils parlent d'eux-mêmes et le visiteur n'est pas diverti. Il est invité à réfléchir. Non loin de là se trouvent les tunnels de Cu Chi, des centaines de kilomètres de galeries souterraines où des milliers de personnes ont vécu pendant des semaines. Dormi, mangé, opéré, commandé, combattu, ce n'est pas juste une astuce militaire. C'est une métaphore du pays, vulnérable en surface et inflexible en profondeur. Mais ce qui surprend le plus, c'est autre chose. Malgré la douleur, les Vietnamiens ne construisent pas leur identité sur la vengeance. Au contraire, après la guerre, le pays s'est tourné vers l'avenir. Les Américains, les Coréens, les Français ne sont pas des ennemis. Ce sont des touristes, des investisseurs, des invités. Et c'est une position assumée. Le Vietnam n'oublie pas. Mais il ne vit pas dans le passé. C'est ce qui rend l'histoire du Vietnam unique. Ici, l'essentiel est de savoir se souvenir non comme d'un traumatisme, mais comme d'un point de départ. Et c'est peut-être l'une des réponses les plus puissantes à la question. Comment survivre quand tout s'est effondré autour de toi? Partie 6. La vie dans la rue comme reflet de la culture. Si vous avez déjà mis les pieds à Hanoï ou à Ho Chi Minh Ville, vous savez que le Vietnam vit à travers les sons. Ce n'est pas
Un simple bruit de fond, c'est le pouls de la ville. Les klaxons des motos, le claquement des couteaux sur les planches, les rires, les cris, la radio dans les arrière-cours, tout cela compose une symphonie infinie de vie à laquelle obéit chaque mètre carré d'espace. La moto ici, ce n'est pas juste un moyen de transport, c'est une philosophie. C'est un bureau, un taxi, une maison sur roue, un restaurant ambulant et un minivan familial à la fois. Dans un pays de près de 100 millions d'habitants et plus de 40 millions de motos, la voiture reste rare. L'état d'esprit est différent, compacité, rapidité, agilité et surtout adaptation. Traverser la rue est une aventure à part entière. Les feux de signalisation sont ici des suggestions, pas des ordres. Mais ce chaos est maîtrisé, chacun sait comment et où manœuvrer. C'est ça la vie au Vietnam, avancer même lorsque les règles semblent absentes. Mais le vrai Vietnam ne commence pas avec le mouvement mais avec la nourriture. La cuisine de rue, ici ce n'est pas rapide et pas cher, c'est un rituel. Des tabourets plus bas que les genoux, des tables en aluminium, un bouillon fumant, l'odeur de citron vert, de menthe et de New York Mam. Il n'y a pas de distinction entre gourmets et gens simples. Tout le monde mange dans la rue. Et tout le monde a droit au même pho, banh mi, kumquat et discussion. À chaque coin de rue, il y a des marchés, vieux, étroits, vivants. On y marchande, on s'y dispute, on parle de politique, on négocie des mariages, on règle les affaires de famille. La culture vietnamienne, ce ne sont pas les musées, c'est le quotidien. Finale, le paradoxe d'un pays, vous regardiez le Vietnam comme une simple terre d'exotisme. Peut-être voyez-vous maintenant à quel point chaque aspect de ce pays est profondément réfléchi. Un pays où une femme peut être chef sans être féministe, où un nom de famille est un acte de loyauté politique, où un mythe ancien continue de définir l'identité. Et cela n'appartient pas au passé. C'est un système bien réel, toujours en action. Voilà pourquoi le Vietnam mérite d'être découvert. Pas avec les yeux d'un touriste, mais avec ceux d'un explorateur. Nous ne vous avons pas tout montré, parce que le Vietnam ne peut pas tenir dans une seule vidéo. Mais nous vous avons présenté l'essentiel. Pas la façade, mais le fond. Et si cela vous a touché, soutenez-nous. Laissez un commentaire. Qu'avez-vous découvert? Quelles traditions vous ont surpris? Auxquelles avez-vous comparé les vôtres? Mettez un like, cela nous aide à continuer à créer ce type de contenu. Et surtout, abonnez-vous, car d'autres pays vous attendent où l'essentiel ne se voit pas, mais se devine. À très bientôt, et que vos voyages vous mènent non seulement à travers des lieux, mais aussi à travers des idées.